Bonjour, Stéphane Parent, directeur général d'Espace BNL. Aujourd'hui, dans nos capsules techniques, on va parler de membership. J'ai la chance pour en parler d'accueillir Lynn Major, la présidente de Service SPG. Bonjour Lynn. Bonjour Stéphane. Ceux qui ne te connaissaient pas ou qui ne te connaissent toujours pas, je vais leur laisser l'occasion de faire connaissance avec toi en te présentant pendant peut-être 2 minutes là, avant qu'on tombe dans le vif du sujet, les croquants de la chose. Bien, effectivement, je suis présidente directrice générale de Service Pelletier-Gosselin. On est une firme de services pour OBNL, donc on offre un secrétariat partagé, un soutien administratif aux organismes à but non lucratif. SPG existe depuis 35 ans maintenant et moi, ça va bientôt faire 25 ans que j'y œuvre. Donc, une petite junior dans le milieu. C'est ce que je comprends. Une petite junior. Effectivement. Écoute, aujourd'hui, je trouve ça intéressant qu'on parle de membership, qui est un sujet qu'on entend peu parler, qui est essentiel. Dans ta pratique, tu as la chance de travailler avec beaucoup d'associations, donc tous une constituante de membres. Et je sais que tu soutiens beaucoup d'organisations là dans cette gestion-là. Puis c'est pour ça que je voulais t'en parler ce matin, pour d'amener la partie gestion efficace des membres. OK? Tu définis ça comment, toi, une gestion efficace des membres? Bien, pour moi, ça passe par des processus, par une standardisation du membership, c'est-à-dire que d'offrir aux organisations des moyens efficaces, efficients pour bien gérer les entrées, les renouvellements et les adhésions. C'est-à-dire que n'importe qui peut le faire, on s'entend. Cependant, si on suit une méthode, si on suit une méthodologie, on a une procédure qui est bien ancrée, c'est plus facile. Ou avec un gestionnaire de base de données aussi, ça peut être très intéressant que de gérer des membres sur un chiffrier Excel. Oui, puis ça, on s'entend en plus, là, ça va avoir une influence aussi sur le nombre de membres et sur la partie du financement qui vient avec le membership aussi, là, à gérer efficacement. Bien, tout à fait. Puis l'exactitude aussi de ton membership, combien tu as vraiment de membres en réalité. J'aimerais qu'on parle de parcours de membres, puis plus de parcours administratif aussi ou de séquences. Souvent, on met des cycles de membership sur 12 mois, là, ce qui est la majorité des gens. Là, on va reparler des durées tantôt. Là. Mais il y a des moments critiques dans cette année-là ou dans ce 12 mois-là. Là. Vous autres, vous mettez quel outil, quel processus en place pour améliorer cette expérience membre-là, puis améliorer aussi l'efficacité de cette gestion des membres-là? Bien, en fait, nous, ce qu'on fait dès le départ, dès que quelqu'un devient membre d'une organisation qui est cliente chez nous, on s'assure qu'il reçoit un mot de bienvenue. L'accueil du membre est très important. C'est la porte d'entrée, que ce soit au niveau téléphonique pour recevoir les appels, recevoir des questions, puis bien répondre aux membres, aux futurs membres ou aux membres qui vont renouveler. Également, en cours de parcours, c'est aussi de s'assurer que s'il y a une problématique, puis de donner accès facilement aux services que l'organisation offre, à ce moment-là, la personne va pouvoir, si elle rencontre des difficultés, avoir quelqu'un au bout du fil qui va répondre à ses questions et qui va l'aider dans sa difficulté à avoir la réponse qu'il a besoin. Donc, et puis quand vient le moment de renouveler aussi, c'est de s'assurer qu'on fasse étal de tous les services qu'a bénéficié le membre au cours de son année d'adhésion. Donc, ça facilite le renouvellement à ce moment-là. Donc, si je te suis, faut éviter le piège de présumer que ça va tout se faire tout seul, puis que tout le monde n'aura pas de problème, puis que parce qu'on a une plateforme en ligne ou on a un formulaire Google, allez-y, puis ça va se faire. Ah non, il faut faire une vigie de ça. Il faut s'assurer que... Et c'est pour ça que, en fait, c'est un des services qu'offre SPG, entre autres, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à tous les matins qui regarde les différentes bases de données de tous les clients, qui regarde les entrants, les transactions, qui s'assure aussi que tout le monde écrit leur nom avec une majuscule au début, minuscule. Tu sais, les prénoms, c'est standardisé. Toute la population du formulaire est bien fait pour que quand on sort des listes, ça soit vraiment uniforme et standard. Oui, genre pas de code postal à 8 chiffres. Là. Non, exactement. Là. Exactement. Parle-moi donc un peu, justement, là, des systèmes informatisés là, pour la gestion des membres. Pourquoi tu te dis laisser tomber les fichiers Excel, mais pourquoi? Puis à quel point tu trouves que c'est important d'avoir une plateforme de gestion de membres? Bien, parce que ton gestionnaire de base de données est bien conservé sur un serveur. Également, ça te permet d'avoir l'historique de ton profil de membre. Donc, tu as une fiche de membre, par exemple, Stéphane Parent, on sait presque tout de lui. Tu sais, que c'est un homme d'un certain âge, qui est membre, qui a payé sa cotisation, qui est membre depuis 20 ans, qui a une scolarité X si on en a besoin.
Et ces informations-là sont utiles notamment quand on veut, pour que toutes nos parties prenantes soient au courant de notre profil de membership et également pour la recherche de partenaires financiers. Nos bailleurs de fonds aussi veulent le savoir. Dans certains cas, j'ai des clients, moi, qui ont des associations de patients. Il y a des chercheurs qui voudraient avoir une étude sur la lombalgie chronique dans telle région du Québec. Bien, on peut le trouver parce qu'on a tout ce profil-là dans la base de données. Ce qui serait beaucoup plus ardu et difficile à retrouver en faisant des requêtes dans Excel. Donc, les gestionnaires de bases de données sont faits des formulaires qui permettent la mise en place de requêtes et de recherche et d'extraction de données faciles. D'extraction de données, oui, effectivement. Même à la limite, là, j'aimerais ça t'entendre sur... on parle souvent de la communication où on n'est pas efficace, puis on adresse le même message à tout le monde. J'aimerais ça qu'on parle de segmentation, puis à quel point une base de données peut permettre d'améliorer notre communication. Bien, exactement ça qu'elle permet de faire. C'est-à-dire que si tu as un message X à donner, par exemple, il y a un client chez nous qui a 2 profils. Donc, souvent, son message s'adresse à une catégorie de ses membres et l'autre catégorie pourrait être informée, mais c'est pas crucial qu'elle reçoive cette information-là. Donc, tu fais des infolettres ou des bulletins qui sont vraiment systématiquement ciblés à une clientèle précise. En même temps, il faut que tu choisisses bien ton médium. Il faut que tu connaisses très bien tes membres et ta clientèle pour être en mesure de faire le bon choix. Est-ce que je passe par le courriel? Est-ce que je passe par les réseaux sociaux? Et si je choisis les réseaux sociaux, est-ce que je prends Facebook qui est plus grand public? Est-ce que je prends LinkedIn? Tu sais, à qui je m'adresse? C'est qui mon public cible en ce moment? Et c'est ça qui va permettre de voir aussi dans ta base de données, bien, de fragmenter, de segmenter plutôt tes informations et avoir, puis cette information-là au niveau de la consultation, au niveau du courriel, moi, dans ma base de données, chez nous, on est capable de savoir combien de personnes l'ont lu, à quelle heure, et c'est vraiment très, très, très précis là, ce qu'on a comme information. Donc, ça te permet d'améliorer la communication, ça te permet de la rendre plus efficace, puis d'avoir des meilleurs résultats aussi, j'imagine. Oui, puis à développer des stratégies de communication aussi. Puis là, à ce moment-là, bon, on se fait aider par des gens qui sont experts en com, mais avec ce profil-là, puis c'est la première chose qu'ils vont nous demander, c'est qui votre clientèle, c'est quoi le bassin, c'est quoi le message, donc qu'est-ce que vous utilisez comme outil. Et ça, ta base de données peut te donner, si elle est bien faite, bien montée, bien structurée et bien complétée, avec quelqu'un en arrière qui s'assure que tous les champs sont bien remplis, bien, tu as quelque chose tu as vraiment un trésor entre les mains là, pour travailler. Là. J'aimerais ça qu'on parle de renouvellement. Le membership, on s'entend, c'est une opération qui est annuelle là, dans bien des cas. C'est quoi le meilleur moment pour renouveler? Il y a 2 écoles de pensée. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont avoir un renouvellement dont l'année financière, par exemple, est du 1er septembre au 31 août. Leur année commence le 1er septembre, le renouvellement commence le 1er septembre, donc on commence à faire du marketing un peu avant. Tu en as qui c'est au cours de l'année, à tous les mois. Donc, il y a des avantages et des désavantages par rapport à ces 2 principes-là. Celui de à tous les mois, bien, ça t'assure une liquidité financière tout au long de l'année. Par contre, il faut, puis aussi, dans ce processus-là, bien, les gens s'assurent que si j'adhère le 8 février 2022, bien, je suis membre jusqu'au 2023, donc je bénéficie des services pendant toute l'année. Dans l'autre cas, c'est que si on le fait dans une période de temps de, mettons, 3 mois, du 1er septembre au mois de décembre, là, c'est la période intensive de renouvellement, donc les rappels se font tout en même temps et tout ça. Et au bout du mois de décembre, on sait combien on a pour la prochaine année. Donc, nos revenus sont comme déjà connus. Donc, c'est moins spéculatif là, par rapport au renouvellement. Mais cependant, dans cette formule-là, il faut s'assurer que si quelqu'un adhère en cours d'année, on puisse lui offrir un prorata. Et ce qui se fait... Oui, ça devient... Pas de plateforme, ça devient difficile à fonctionner. Ça devient très difficile. Dans un chiffrier, c'est quasiment impraticable. Tu peux le faire, mais c'est une grosse gymnastique. Et c'est du temps que le bénévole ou la personne qui le fait perd énormément au profit de faire avancer certains dossiers. Tu parles de fréquence puis de versement, là, mais les modalités de paiement, on les fait quoi? Au 24, au 36 mois, au 12 mois, un paiement à toutes les semaines? Non, moi, je suis pour une fois un an. Une fois un an. Est-ce que tu as des membres, est-ce que tu as des organisations qui ont des memberships sur 24 ou 36 mois? J'en ai pas du tout qui font des versements différés. Aucun. La plupart le font. Ils vont permettre peut-être en 2 versements, tout dépendant du prix de la cotisation. Mais il faut comprendre que certains clients chez SPG sont beaucoup des professionnels, donc c'est les employeurs qui payent. Donc, on n'a pas
cette problématique-là. Et il y a une problématique de gestion par rapport à ça. Même si c'est ta plateforme qui le gère, à quelque part, il faut quand même que tu fasses des relances. Puis tu t'assures que le paiement va arriver au bout du... Tu sais, si la personne est insatisfaite, tu n'auras pas ton deuxième versement. Alors que s'il paye dès le moment de son adhésion l'entièreté de la cotisation, bien, s'il y a une difficulté, bien, c'est à toi de voir. Tu sais, il ne tire pas la plug nécessairement. Tu as du travail à faire pour aller satisfaire son besoin. C'est pour ça qu'on parle aussi de reddition de compte de l'organisme envers son membership, là. Est-ce que tu as des recommandations à faire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Ma plus belle recommandation, c'est le rapport annuel. Pour moi, le rapport annuel, c'est la plus belle reddition de compte que tu peux faire en AGA avec tes membres. C'est un beau document à produire dans lequel tu as essentiellement le rapport du président, la trésorerie, les vérificateurs, toutes tes activités de communication, tes statistiques. Moi, ça, c'est toutes des choses que j'encourage mes clients à faire, à produire, parce que c'est un portrait vraiment global de tout ce qui a été fait et certaines difficultés que tu peux avoir rencontrées au cours de l'année. Puis les bailleurs de fonds adorent ça, avoir des rapports annuels, de voir que c'est une association qui est active, puis qui se tient, puis ça se dépose très, très bien, ça, en AGA. Donc, pour moi, la reddition de compte auprès des membres, c'est une transparence et ça assure aussi, ça démontre ce qu'on a fait. Peut-être que dans l'année, en tant que membre, la personne n'a pas été sollicitée ou n'a pas été attirée par les services, mais de voir que ça a aidé d'autres, peut-être qu'elle va continuer à être membre et elle va se fidéliser. Ah, puis je pense qu'en plus, le rapport annuel, comme il est composé de statistiques, des fois d'infographies, et ainsi de suite, ça se décompose sur 12 mois dans une stratégie de contenu de médias sociaux très bien aussi. C'est pas juste... Je pense qu'on peut aller un peu plus loin que juste le déposer à l'AGA, puis que c'est juste les gens qui étaient à l'AGA qui sont... C'est un outil de communication. Ça devient un outil de contenu soi, aussi. De contenu, puis c'est ton outil promotionnel, en fait, ton rapport annuel. Là. Ça devient vraiment ta carte de visite. Là. Tu peux vraiment aller chercher dans le cadre d'un congrès ou d'un colloque, avec ton rapport annuel, tes statistiques, ton profil des membres. C'est de là, ta base de données, elle est très importante parce que quand tu connais ton profil des membres, tu peux très bien cibler avec qui tu veux être partenaire puis que tu sais que ça va être du win-win. Tu as plusieurs clients qui ont des activités et / événements et / présentiel numérique. Ça veut dire que tu as tout le temps un taux de participation qui est du non-membre. Il y a des gens qui participent qui sont non-membres. J'aimerais qu'on parle de stratégie de conversion. Parce que on parle souvent de dire « Hey, recruter des membres, comment on fait? » ainsi de suite. Mais personnellement, moi, je me suis rendu compte que c'était des gens qui ont déjà consommé le produit. Donc, comment on les convertit d'une première visite, une première participation à endosser un membership? Il y a plusieurs façons de faire. Il y en a une qui est plus ou moins populaire, là, de moins en moins, c'est d'inclure le membership dans la participation d'un événement. Mais ça, au moment, c'est comme un peu forcer la note, un peu forcer la personne à dire, bien, OK, je vais devenir membre, mais... Puis en même temps, il ne faut pas chercher tout le temps à convaincre. Tu sais, quand tu atteins ta masse critique, il y a des gens qui ne deviendront jamais membres, qui vont consommer tes produits, mais qui ne veulent pas être membres. C'est la différence entre le membre et le client. Le membre, au niveau de l'investissement, il n'y a pas la même chose. Fait que si tu lui donnes dans une activité, il ne va pas nécessairement militer, il ne va pas nécessairement être présent, il ne va pas être à l'AGA. C'est toute la partie d'implication. Il ne siégera pas au CA, c'est ça exactement, il ne s'impliquera pas, il ne deviendra pas bénévole. Mais il faut être conscient de ça. Puis il y a des associations pour qui la masse critique est déjà atteinte, ils n'iront pas plus loin. Donc, c'est juste de s'assurer que lors des événements, on fasse la promotion des services. Puis en fait, c'est l'offre de services qui va souvent faire ta différence. Tu sais. Il faut s'assurer que le produit qui est offert n'est pas offert ailleurs. Tu sais, parce qu'on sait qu'avec les médias sociaux, avec l'Internet, ben, tu as de l'information partout. Tu sais, avant, on parle il y a 15 ans, 20 ans, c'était l'association qui détenait l'information. Maintenant, tu peux retrouver de l'information partout. Donc, il faut juste être distinctif puis s'assurer que ce qu'on offre répond vraiment à un besoin. Puis moi, j'encourage mes clients à faire des sondages. C'est intéressant de faire des sondages puis de voir pourquoi tu n'es pas membre. Je rajouterais focus group. Moi, les groupes de discussion. Sondage, tout ce qui est un outil de mesure puis de compréhension pour voir, pour aller chercher l'information chez le membre, chez la personne qui n'est pas membre, finalement, pour savoir pourquoi tu n'es pas membre. Puis il y en a qui vont dire, ben je ne serai jamais membre. Là. Et ça, il faut l'accepter. Il faut arrêter de s'acharner puis l'accepter, puis se concentrer sur ce qu'on a comme membre, maintenir les services, maintenir la qualité des services, puis s'assurer qu'on maintient notre membership puis qu'on les fidélise. Là. Carte de membre. papier plastique envoyé par la poste, version électronique. Je suis curieux de t'entendre parce que il y a encore beaucoup d'organismes qui fonctionnent avec une carte de membre papier, puis on oublie qu'on est rendu en 2020.
2022 maintenant, c'est cela, 2022. Donc, je suis curieux de t'entendre là-dessus aussi. Bien, c'est sûr que moi, je suis plus, c'est plus génération technologie, puis avec la pandémie, hein, on est rendu qu'on a des codes QR et tout ça, donc on utilise... J'ai même découvert que les hôpitaux ne demandent même plus la petite carte bleue maintenant. Non, donc, c'est plus nécessaire, tu vois. C'est plus nécessaire. Moi, je te dirais qu'avant d'émettre une carte de membre, posons-nous la question à quoi elle sert. Est-ce qu'on en a vraiment besoin dans notre organisation d'émettre? D'avoir un numéro de membre, ça sert pour être sur la plateforme, pour accéder à la section membre et tout ça. Mais en même temps, maintenant, avec les mots de passe, c'est plus le numéro de membre qui est essentiel. Et il faut se demander pourquoi j'utilise. Est-ce que c'est parce que j'ai des privilèges, ce qu'on appelle des privilèges dédiés pour le membership? À ce moment-là, il faut voir avec nos partenaires si le numéro de membre est exigé, parce que je veux dire, même s'il est électronique, il faut s'assurer qu'on n'est pas capable de le transférer, cette carte de membre-là. Donc, moi, je d'abord et avant tout me poser la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin, puis à quoi elle va servir? Tu viens de parler de quelque chose d'important, puis je pense qu'on ne peut pas parler de membership, on ne peut pas parler de plateforme si on ne parle pas de cybersécurité, puis de gestion d'informations confidentielles. Puis là, je sais que quand on rouvre cette discussion-là, dans le milieu des OBNL, on est en retard et on est à risque. On est très à risque. Il n'y a pas une journée quand j'en parle pas où j'ai pas un organisme qui me dit « Ouais, mais tu sais, nous autres, on l'a vécu, là, il y a quelqu'un qui a effacé toutes les données. » Ou j'ai un autre cas, dit « Ben nous autres, il y a quelqu'un qui a pris possession de notre serveur au Kenya, puis ça nous a coûté 25 000. » Je pense que c'est important qu'on en parle 2 secondes là, de ce qu'on peut faire pour un peu protéger, au moins un premier niveau de protection de la part des informations personnelles qu'on a de notre membership. Puis il faut conscientiser les organisations qui ont une responsabilité là-dedans aussi. Bien, d'abord, oui, il y a une grosse gestion de risque à faire. Et il faut s'assurer également que toutes les parties prenantes, en fait, on pourra peut-être en reparler dans une autre capsule, mais une politique de gestion aussi sur les données informatiques et la confidentialité des informations pour que toutes les parties prenantes soient vraiment conscientisées par rapport à l'importance de garder ça et d'avoir des gestionnaires de bases de données sécuritaires, de s'assurer que nos fournisseurs, les serveurs et tout ça ont vraiment une éthique. Une éthique est le mot éthique est très important ici et une sécurité à toute épreuve, là. Mais en même temps, l'informatique étant ce qu'il est, c'est plus difficile de... Tu sais, il y a toujours des failles, mais il faut s'assurer que nous, on a évalué le risque puis qu'on l'a géré, ce risque-là. Et ça, c'est tout le monde ensemble qui doit le regarder puis se conscientiser par rapport à ça. Est-ce que tu trouves que les conseils d'administration sont assez au fait de la responsabilité qu'ils ont face à leurs membres, face à la gestion de leurs données? Je pense qu'ils sont au fait. Là où il y a une problématique, moi, que j'observe souvent, c'est quand arrivent des partenaires financiers où on veut la liste de membres, où on veut faire des envois. Et là, moi, je suis un peu le chien de garde de ça en disant non, il n'y a pas question qu'on donne la liste de membres. Des fois, je dois me battre avec mon CA, avec certains CA, de dire non, on ne fait pas ça, c'est des données confidentielles, vous n'êtes pas autorisé à faire ça. Donc, il y a une éducation à faire, une sensibilisation, parce que je ne pense pas qu'il y ait des gens malhonnêtes autour de la table, mais souvent, c'est parce que le partenaire financier va promettre un plus gros montant pour telle chose. Puis, tu sais, il faut juste faire attention. Il faut vraiment s'assurer que les gens comprennent l'ampleur et la responsabilité qu'ils ont de gérer des données. Je vais explorer quelque chose, Lynn, ça va être peut-être une surprise pour toi, mais en même temps, tu es une experte des politiques puis du côté administratif. Je veux qu'on parle de politique de membership, surtout dans une vision d'efficacité. Je vois beaucoup d'organisations qui ont une section membership ou membres dans leurs règlements généraux. Ça va. Mais la suite, le comment, l'organisation, la gestion au quotidien, ça va dans une politique. Toi, tu as des organismes qui ont des politiques de membership. À quel point il y a un impact dans la gestion de leurs membres, puis à quel point aussi une politique de ce genre-là va régler des situations qui pourraient être à risque ou conflictuelles? Bien, souvent, dans ces politiques-là, ce qu'on va retrouver, c'est vraiment un cadre de référence. Tu sais. Qu'est-ce qu'on accepte comme membership? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Qu'est-ce qu'on fait avec le membership? Comment on le vend, notre membership aussi? Donc, toutes ces... parce qu'on ne met pas les tarifs d'un règlement général. On ne met pas les tarifs dans les règlements. Ni l'offre de services détaillée exactement. non plus. Donc, toute ta grille tarifaire va s'établir dans ta politique. Est-ce que tu l'augmentes 1% par année? Tout ça, c'est toutes des décisions que tu vas inclure dans ta politique de membership. Et c'est aussi
Qui est concerné par rapport à cette politique-là? Tu sais, c'est toutes les parties prenantes à ce moment-là qui le sont. Là. Tu sais, c'est-tu juste le CA, la direction générale, les employés? Donc, il faut vraiment s'assurer que ces gens-là soient au fait de la politique. Est-ce qu'il y a des examens à passer pour être membre? Est-ce que c'est quoi? Tu sais, parce que tu peux le mettre sur un formulaire, mais si tu n'es pas au courant ou si tu gères plus ou moins, tu sais, d'encadrer la pratique, d'encadrer le membership, bien, ça aide, ça facilite. Là. Oui, puis on s'entend que quand on se rend compte qu'il y a un élément sécurisant pour les membres de savoir que c'est encadré, puis on vient réduire le nombre de questions, le nombre de problématiques de gestion de service, parce que ça reste du service à la clientèle Bien, aussi. Tout à fait, tu sais. Quand les affaires sont claires aussi, puis que les membres peuvent avoir une copie de ça, là, je pense que... Bien, tout à fait. Puis ça, il faut la rendre publique à l'interne et auprès des membres pour qu'ils le sachent. Et des candidats membres. Oui, des candidats. Puis c'est quoi le processus de membership? Là? Où est-ce qu'on s'en va? Tu sais, c'est quoi? Puis est-ce qu'il y a des niveaux? Est-ce que tu es membre honoraire? Tu sais, qu'est-ce que tu fais avec tes membres honoraires? Qu'est-ce que tu fais avec tes membres à vie? C'est quoi le processus pour être membre à vie? Tu sais, c'est beau de l'avoir dans les statuts et règlements, mais je pense que d'avoir une politique qui vient extraire un peu l'information qui vient la détailler. Oui, bien, Parce que, tu sais, on va s'entendre, là, les règlements généraux, c'est pas revisité très, très souvent dans beaucoup d'organisations. Non, mais ça devrait. Ça a déjà fait partie d'autres contenus. D'autres capsules. D'autres capsules, puis d'autres contenus. Mais quand arrive la portion membership, qui doit être connectée à l'offre de service, qui doit être connectée à la stratégie, à la planification stratégique aussi, bien, on veut la revisiter plus régulièrement. Puis ça a des liens. Ouais. Tu sais, ça a des liens avec ta gestion financière, ça a des liens avec tes communications, avec tes événements, tes activités. Tu sais, fait que c'est le cœur un peu là, c'est une politique importante. Oui, puis on néglige souvent la partie de la vie associative, qui est la vie politique aussi. Tes administrateurs sont à la base, dans la majorité des organisations, des membres. Oui, tout à fait. Donc, ce deuxième niveau-là d'information et de détails qui vient en plus des règlements généraux est super important pour ta vie politique aussi, d'organisation. Donc, moi, tout ton rayonnement passe par là. Oui. Mais souvent, je le dis souvent avec beaucoup de gestionnaires, quand on me présente des problématiques de recrutement d'administrateurs, ma première question, c'est moi, où vous en êtes dans votre politique de membership? Est-ce qu'elle a été revisitée? Puis est-ce que vous êtes bien connecté sur les besoins de vos membres? Puis très souvent, j'ai des yeux ronds. Politique de quoi? Oui, c'est ça. Fait qu'il y a un lien de cause à effet entre la partie politique, donc la partie conseil d'administration, tout ça, et la santé du membership aussi. Ouais, merci Lynn de ces petits éléments-là, ces petites astuces. J'espère que vous avez apprécié. Écoutez, les 75% d'entre vous avaient des structures de membership, donc je pense que c'est un contenu qui est important. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'ai hâte de vous retrouver dans nos prochains contenus ou nos prochaines activités. Bye bye.